Dominique Deroux, Immédiatement. Christian Bourgois, 1972. « 13. L'adultère, c'est le passage de la ligne. Avec l'adultère, on débouche dans l'au-delà. Aucun sacrifice ne modifiera les formes naturelles du mal. Dans la femme, il y a Dieu, la nuit, le jour, le temps, l'éternité. On rentre dans les années de la mort à se souvenir d'années si lointaines. Quand les revues ne produisent plus que des séries d'ilotes mentaux, la collection L'Envers que crée Henri Parizeau à Lerne sera une sorte de revue diachronique, la mariée descendant l'escalier. Les grands séducteurs ne s'attaquent qu'aux femmes amoureuses, car toute femme amoureuse est immédiatement baisable. Avec elle, on joue alors l'amitié, la confidence. Staline chassait du séminaire comme mythomane parce que, disait-il, il accomplirait des choses qui retentiraient dans l'histoire. Staline fait moitié de Trotsky par son aspect populiste démagogue, moitié de Hitler par le côté serviteur de la Sainte Russie. A.C. Son génie. Elle n'écrit pas, heureusement. En plus, elle lit. À la limite, elle penserait que la littérature c'est de la besogne d'intellectuels, de cons. Autrefois, il fallait amuser les femmes sans que cela devienne de l'adultère. A.C. Perdible à tout instant. Refuse le déclic de l'irrévocable qui l'empêcherait de sortir de la piste. Son authentique grandeur fondée en humilité, humiliation même des exigences de son corps. C'est par amour, par excès même de désir qu'elle pourrait me tromper, comme ces gens qui, mourant de faim, se mettent à mastiquer des pneus. Sa fièvre musquée, sa grande fraîcheur. L'amour choit souvent devant la réalité, le désir se renouvelle sans cesse. L'esprit se rabaisse devant la gloire de la chair, son regard bleu d'un côté, vert de l'autre. Je ne voudrais plus jamais rien d'autre. Le royaume des cieux s'appelle le capital, car pour se détacher du monde, il ne faut pas avoir à courir après une boîte de lait condensé. Les derniers tigres de la jungle, eux aussi, sont loin de ce capitalisme de Dieu, puisqu'il leur faut chaque jour au moins 10 kilos de viande fraîche. Les femmes ne croient jamais aux paroles, la vérité ne se disant pas mais se faisant, ou alors elles croient aux mensonges, préférant la réalité du rêve à l'image rêvée. Shakespeare. Lénine avait toujours dans sa poche un exemplaire de Coriolan. On joue Othello à Moscou en 1919. L'objectivité de Shakespeare est-elle la même que celle de Thucydide? Objectivité, est-il pour ou contre César? De plus en plus, nous sommes engloutis par notre monde, en attendant qu'il nous faille engloutir le monde des autres, et ensuite les mondes engloutis de l'autre. Tous les os sont blancs. Évelyne a le sens de l'éclipse. Elle chausse court comme à Saumur. Le rire remplace les larmes dont la source est tarie. Le vertige d'avant l'instant d'immobilité, la disparition du temps. Toute souffrance cesse. Seul le bien est éternel. Elle veut nous dire aussi que la mort ne décide de rien, que la mort c'est la moindre des choses. À cet instant, plus de choix. Lacan a continué Roussel dans le sens du délire syntaxique à la française. Stavrogin n'est pas révolutionnaire. Il tire les ficelles de tous les révolutionnaires. Il fait se battre les bouffons, la bataille. Et témoin de ces combines qu'il a provoquées, il s'en désintéresse aussitôt, ayant compris qu'il n'en était rien. Monseigneur, il n'en était rien. Les possédés, bible de tous les révolutionnaires du monde, n'est en fait que la projection slave de la commedia dell'arte. Stavrogin, ayant monté le psychodrame, rentre dédaigneusement chez lui en Suisse. Il y a du Stavrogin chez Staline, qu'il a emporté sur les circonstances et mis si brutalement fin à l'intermezzo marxiste. L'incompatibilité entre l'humeur russe et Dostoïevski. La Russie en cela identique à la France n'existe pas. Elle n'existe qu'à travers son encadrement. Et Dostoïevski n'est pas le représentant de la masse, du souffle slave. Il est le représentant de l'administration, de l'État. L'homme de la Russie était Tolstoï. On ne sort pas de cette situation comme on ne sort pas des possédés. Ces mêmes révolutionnaires,
ratissait en 1932 l'Ukraine en termes de génocide, rasant, défonçant, creusant le sol à la recherche du grain, comme s'il cherchait des bombes. Un homme amoureux se veut complice de son imagination, mais la femme, elle, cherche toujours à séparer pour garder. Je ne peux parler que des choses qui m'importent d'une manière vivante. Écrire, c'est oublier tout ce qui se fait. Plus grande est la folie, plus elle est méchante et pleine de ruses extraordinaires. Les systèmes et les expériences du néant ont remplacé la nécessité de se faire homme. Les possédés aujourd'hui, ce sont les gauchistes. Épitaphe borgésienne du gaullisme. Le gaullisme est un national-socialisme qui a joué la carte du vainqueur. César est mort comme De Gaulle aurait dû mourir, poignardé par Malraux et Michel Debré, pour que Auguste l'anti-César vienne. Le général n'a même pas pu exprimer ce qu'il concevait. Il n'y a même pas de doctrine gaulliste, mais une constante géopolitique gaulliste, nommée France. Égypte 1970. Le Caire. Ciel, fleuve, ciel, la ville, les hommes. Il y a le sang, l'eau, la pierre, grand paysage de prose. Seuls les faucons peuvent évaluer les distances. L'éclat d'une félouque. Un hélicoptère passe, symbole de pouvoir invisible. La nuit, le peuple sort, peur indicible du jour. Les pyramides. L'homme redevenu néant. La nuit, poudré à blanc par la lune. Les calcaires de Mokattam, de Khéops, Képhrène et Mykérinos, purs et vides, mariage du ciel et de l'enfer, identité de l'esprit et de la manière. Sphinx, rembourré de sons et lumière, ficelé de projecteurs, il ne fait même plus rêver les âniers. La comédie française en impose encore aux clients sérieux parce qu'elle emploie Napoléon pour mimer les dieux. Quand le pinceau lumineux délite sa gueule rougeâtre, un touriste anglais gratte une allumette et me dit « Le nez du sphinx se trouve au British Museum ». Désert. Les écarts de température ont broyé les rocs. Sable jaune, aspérité rouge, odeur de bronze. Les chacals ont les poumons noirs et les chameliers le visage fendu, la gourde sous le manteau. Immobilité des fauves aux abreuvoirs. Les nageoires caudales fendent la nappe étale du Nil, où des chalands chargés de locomotives compound mugissent pour dégager leur route. Des oisillons sont couvés par la chaleur du soleil. Sur les rives vertes de palmeraies, vert tendre des canaux fertiles, vert lumineux des acacias, fourrés où s'abritent cailles et bécassines sourdes. Tenir la boue, gagner le long du Nil tout roux, où s'engloutissent des bœufs. Le gerfaut à l'iris rouge plane les pattes tendues, les ailes battantes prêtes à faucher. Et dans tout gerfaut il y a un sosie. Village en sable et paille contre 1600 ans, de vent et de tempête. Luxor. Le duvet rouge des canards en file indienne sur l'eau sacrée du lac de Mout. La beauté et la lenteur rament sur la noire surface, traçant le sillage jusque sous les truffes des lauriers. Les becs spatulés inspectent l'espace et plongent sous des lentilles d'eau, sous les vases qui revêtent de quel airain, de quels mauvais champignons, les pattes de pierre des déesses lionnes assises ou dressées. Une carpe carénée de verre saute vers le soleil. Buisson aux feuilles tranchantes, la couleur rose du crépuscule glisse, se prend aux épines, recouvre les pelages bruns jaunes des chiens albinos qui aboient en meute de tous les coins de la colline. Les sphinx émergent des gerbes avec des chevelures d'or. Le grand monde silencieux des animaux de granit, au milieu des plantes et des chiens, aux puces et aux ailes mintes, qui zigzaguent entre les dieux, enveloppent l'homme. Ramessom. Sur Ramsès II, le roi renversé de 1000 tonnes, à l'ombre de têtes d'éperviers en granit noir et de sycomores tuilés de pinsons et de tourterelles. Deux petits chevriers en tunique mauve recopient sur leurs cahiers des fragments du Coran, tirés d'un livre au caractère effacé par les doigts mouillés de salive. On entend leur voix enfantine qui psalmodie sous la lumière immense, alignant infiniment leur calligraphie. La tourterelle nichée dans la pierre s'ébroue, et une huppe volette en soufflant sur l'index du dieu garni de toutes sortes de fruits. Au revers du pylône, on peut lire « Canaan est dévasté, Ascalon est dépouillé, Israël est devenu une veuve pour l'Égypte. » Karnak. Tout s'est-il arrêté avec Jésus-Christ? Saint Paul est responsable de tout puisqu'il invente la mort, le concept de mort.
On le sait, il y eut Thèbes, Memphis, Babylone, Ninive et ses rois assyriens, qui s'abritaient derrière leurs boucliers d'or au temps de la 180e Olympiade. Les souverains de l'Ancien Empire n'ont laissé aucune trace à Karnak. Au-dessus des blocs posés en délit et des murs enflés de crocodiles, on entend le bruit de crécelle des chauves-souris qui, en cognant de leur envol effaré les murailles et les pylônes, les revêtent de leurs écarlates menstrues. C'est au son des crécelles qu'Osiris est accompagné aux enfers, et que le Christ fit son entrée dans la ville, revêtu de la robe rouge dionysiaque, monté sur l'âne de Dionysos, entre tant de lauriers penchés. Vallée des rois, les eaux du Nil brunes et tranquilles. La rive orientale est une succession des roches dorées lunaires. Des hommes nus se lavent, et des femmes dont les plaques d'argent brillent en ogive. Le drapeau noir des Abbassides sur les reins ruisselants. La montagne thébaine est jaune. On a pharaonisé les morts parce qu'on s'était rendu compte que les ongles et la barbe du cadavre continuaient de pousser. Xavier voulut, de la vallée des rois, gagner la vallée des reines par le sentier calciné qui s'enfonce dans la falaise libyque. L'air surchauffé brillait à l'âme nue. Des crotales ivres de lumière, ne voyant plus rien qu'eux-mêmes, roulaient sur les pentes escarpées, leurs grands yeux verts découvrant soudain l'agave sauvage et l'aloès. Par petits groupes, des faucons cloués dans le bleu liquide du ciel urinaient sur les rochers pour faire lever les agames et les margouillas au sang rouge. Xavier grimpait, arrachant le cuir de ses chaussures aux cailloux, spectre noir contre la montagne ocre. À mesure qu'il montait, il se faisait transparent, la blancheur de ses nerfs, ses veines roses sous la poussée du soleil acre et sec. Plus tard, quand il eut passé le portique qui marque les tombes violettes, il s'épaissit, noirâtre comme les volutes des bûchers funéraires d'Arabie, embrochés d'os. Alors qu'il avait disparu dans le sang noir des cavernes aux femmes, il voyait, lui, toute la vallée des tombes, tout le jaune coagulé rangé vers l'est, éblouissant triangle vert tendre. Sous les plafonds découpés d'étoiles bleues marines, planent des gerfaux de perles et nous fixent des murs entiers de jeunes filles gazelles, femmes quand même dessous. L'équilibre de la terreur ou le Doomsday System pharaonique. La chaleur est aussi en bas dans les tombes creusées comme des coffres-forts dans leur métal ultraplanétaire. Pharaoniser le monde, c'est-à-dire protéger le roi mort et décourager l'océan du peuple. Délire obsidional du roi assiégé par le voleur. Il ne se retirait pas comme à Youst des choses de la terre, il s'installait dans la terre sous des étoiles peintes entre des babouins rasés, les bras tenus le long du corps. Il devait réfléchir là en secret au malheur des hommes, à leur vanité, à leur crédulité. En attendant, le roi mort doit se protéger du voleur par des glacis, labyrinthes, cul-de-sac in pace. Des milliers d'années avant la dialectique hegélienne, Clausewitz et le Pentagone, les pharaons ont inventé la dissuasion. Les maoïstes, les campagnes, c'étaient les voleurs. Les capitalistes, les villes, c'étaient les pharaons. L'ère atomique et son vif aiguillon stratégique a son origine dans les ténèbres des hypogées royaux, dans l'immobile vocifération des cuves de sarcophages dévoués à des fantômes de vertèbres. Le peuple, le monde guêpe, c'est le voleur qu'un faux couloir doit noyer. La dialectique roi-voleur. Le roi était aristocrate, le voleur fortement socialiste. Aux fusées royales, tampons de granit et autres basaltes, s'opposaient les leviers, ciseaux, outils de la guérilla du voleur. Dans leurs pentagones enterrés, les pharaons avaient réuni leurs barques solaires et le code du premier déterrant nucléaire. La Pax Pharaonica, c'était la survie contre la vie, celle des hommes esclaves, de la masse en toile du travail humain qui déjà transformait les sphinx en femelles obsédées, répondant aux mercenaires. D'un coup de pioche, inspiré par le colonialisme, lequel envoya au musée la momie du prêtre et du dernier pharaon, on passa aux farces obscures grouillantes des médias, de la mort emportée en secret à la mort hystérique du dieu Ouksou, au Christ libéré du Corcovado qui domine la merde, au vaudou planétaire, au gigolo qui tue les antiquaires. C'est encore la vie, tous les pères antiquaires éternellement, et tous les fils éternellement gigolos. Au sanatorium de la joie, tout va sauter, et San Francisco est le sous-marin très cher, dernier vaisseau pharaonique implosé, dont la bouée rouge et blanche, fanale où l'histoire cesse, garde le livre des portes. El Puto de Transatlantique, c'est au fond la seule personne que Gombrowicz aura aimée, symbole de la Pologne d'autrefois, de Piłsudski et des frasques de la cavalerie, du champagne et des comtesses touchant à la caisse occulte de Végan. A.C.
Elle flotte entre l'existence et l'inexistence, personnage d'Edgar Allan Poe qui guigne ou garde une main tendue du côté du jour. Tant de cadavres emmagasinés dans ses soutes, tant de coquelicots dans le morne champ autour d'une seule violette, tant de coucous chantant à côté et glissant sur des farandoles de couvées de fauvettes. Le champagne, c'est pour elle aussi la glissade. Il ne faut donc pas que le poids de son passé l'emporte sur la mince bande de sable du présent, cette chose nouvelle que je représente à ses yeux contre l'écrasement de sa propre vie. Tant d'orphelinats de trains d'enfer protestants, de moutons brûlés dans la bergerie. Comme chez Dostoïevski, les enchaînements de la fatalité, enchaînements dogmatiques, enchaînements prévus des choses. Il faudrait qu'elle m'utilise comme levier pour liquider ses misères anciennes et son commerce équivoque avec la mort. Dévastée par la métaphysique, elle croit voir en moi un miroir, alors que je suis un gouffre sur un autre gouffre, avec seulement l'œil de chat des montagnes rocheuses. Quand on est encore catholique, un suicide, c'est une chose éternelle. La seule politique qui compte, c'est celle des balles perdues. L'assassinat politique tempère toujours la non-politique des petits. Ce qui sortait de ma rate et de mon foie avait la forme des lettres d'un très antique et mystérieux alphabet. La relative imposture d'un Che Guevara s'estompe. Fidel Castro, qui commençait sa NEP, 2 pas en arrière, avait besoin d'éloigner de Cuba l'accusation de foyer révolutionnaire continental, d'où la nécessité d'une fixation sur le Che, en dehors de Cuba. De leur côté, les USA avaient besoin d'administrer une preuve de puissance aux masses analphabètes du continent latino-américain, incapables de suivre quelque dialectique révolutionnaire, mais parfaitement disponibles envers le premier aventurisme mythologique. D'administrer la preuve visible que, devant la puissance de la démocratie américaine, les chefs charismatiques eux-mêmes sont vulnérables. Casi que no son nada. L'hippopotame, c'est Hegel. Le rhinocéros, c'est Schopenhauer. L'éléphant, c'est Auguste Comte. La fidélité, suprême folie de l'âme. Cette troublante vision de la nuit. Genève, 1943. Dans le blackout total, on entendait traîner les forteresses volantes vers l'Allemagne, lourdes de leur chargement de bombes. Jeunes filles, la gaminerie des jeunes filles, l'une vaut l'autre, elles sont éperdument interchangeables. Leur saleté, elles mangent salement. Elles n'ont d'autre nationalité que d'être jeunes filles. Une jeune fille regarde Dieu en face et ne le prend pas au sérieux. Les opposer aux dernières putains françaises, aux bateaux, aux grosses normandes. Le baiser d'une jeune fille, tout s'écroule comme un songe imbécile. Écrire, c'est donner à nouveau ce qui est connu d'avance, une nouvelle donnée. Je vais à la chasse demain, comme ce doit être doux de tuer ou de mourir. Ce chirurgien, il parlait à peine, n'ayant rien à dire. Par contre, sans cesse, il coupait, enlevait, reprenait, coupait encore. Manger des grenouilles, c'est comme si on mangeait des mains. Hess de Enquist, livre de l'impossibilité d'être. Qu'on soit le lama Tsum ou rien, on va de cellule en cellule comme Hess le prisonnier de Spandau. L'érotisme démodé de ce livre. On voit que Enquist l'a écrit tranquillement dans l'Antarctique, en mangeant des canards aux érelles et en fumant sa pipe. Hess à Spandau est pour lui le symbole de l'homme occidental comme pour Ezra Pound la tour de Pise a été l'inclination fatale de l'axe du monde. La vie est le songe des autres, affirmation aussi du Finnegan's Wake de Joyce. Or Finnegan's Wake comme Hess descendent d'un même livre fondamental, l'Edda islandaise, qui affirme que tout passe et que rien ne reste que la mort et la gloire des morts. Chez Enquist, l'albatros est le symbole nordique du phénix. Il se perd dans la brume et renaît. La brume remplace le feu. Ceux qui ne disent plus rien et qui ensuite deviennent des conspirateurs. Jacques Tati, le seul acteur qui pourrait jouer De Gaulle. À force d'être traité de fasciste, j'ai envie de me présenter ainsi. Moi, Dominique Deroux, déjà pendu à Nuremberg. Pierre-Jean Jouve. Jean Paulhan disait de moi, Jouve est si vulnérable qu'on ne peut pas s'empêcher de le blesser. Aussi Paulhan l'emmenait-il au jardin des plantes, à l'heure où l'on donnait à manger un lapin vivant au boa, uniquement pour voir les réactions de Jouve. Capitalisme égalait individualisme. On a tué l'individualisme. Reste le capitalisme.
Une proposition ne se trouve pas, on la retient pour sa fécondité. Les chariots orbitaux tournent autour de la Lune, en faisant le boucan des charrettes de Barbet d'Aurevilly. Juché sur une échelle double car il était frileux, Gengis Khan, devant Samarcande en flammes, se gardait de la puissance du feu en buvant des jus d'orange glacés. Trouve de l'argent, disait cette femme à son amant. Tue, vole, fais-toi enculer, mais sors-moi. La seule chance que Dieu peut avoir, c'est qu'il n'existe pas, dit Constantin quand on a voulu lui demander de faire sa première communion. Comme Nosferatu, je vis à partir de minuit, quand soudain, je parle le langage de la présence réelle. Et à l'aube, je me retrouve imbécile avec mon écriture de jour, mon temps d'appui, mes hypnoses pour écrire. Je les trouve dans les avions, dans les départs, dans la hâte seulement. Puisque c'est toujours le règne de la bourgeoisie, il suffit de lire Balzac pour être dispensé de lire Marx. Pour moi, Céline s'éloigne. Il fallait qu'il soit bu en son temps comme le vino vert des Portugais. De même, ce qui est atroce pour Bernanos, c'est que son église n'est déjà plus rien. L'un et l'autre ont coulé avec leur vaisseau. Nécessité de se séparer de l'église. C'est dans l'inconscient qu'on fait toujours tenir le meilleur de soi-même. L'été n'est pas une saison vivante, mais une saison vécue. Nous appartenons à la race des jugés, non des juges. On ne peut être jugé et juge en même temps dans la Grèce antérieure. Les dieux s'écroulaient sous leur destinée de juge et les hommes sous leur destinée de jugé. Seul le Christ est juge en tant que Dieu et jugé en tant que victime. Il a payé en tant que Dieu pour avoir été homme et en tant qu'homme pour avoir été Dieu. Wozzeck. La mort de Marie, la montée des trombones et la montée de la lune qui est l'assassinat. Invention sur une seule note, si. Tous les instruments ensemble ne font que si. Invention sur un thème, la prière. Invention sur une note, la mort de Marie. Invention sur un accord, la mort de Wozzeck, sa propre mort. Remarquez la fascination du raté et de l'analphabète vis-à-vis de la chose écrite. Dubuffet. Toute sa création procède du détour. Il n'aime pas la besogne facile. Il fabriquera une règle à partir d'un tronc d'arbre entier, comme Spire défonçait des forêts pour s'inventer des cabanes. À mesure qu'il avance en âge, il est pris d'une frénésie créatrice, comme si, ayant senti la main de Dieu se poser sur son cœur, il s'était dit que le seul moyen de le faire tenir tranquille, c'est justement de lui montrer tout ce pain sur la planche, car Dieu ne viendrait quand même pas le chercher en plein travail. Pierre-Emmanuel, poète néo-catholique, ex-collaborateur de la revue Les Pharaons, écrit une poésie qui abuse du terme de poésie. Il vaticine sans cesse en prose comme en poésie. Et j'appelle prose son rapport sur la culture, par exemple. Il joue au prophète comme il joue au poète. Commissaire général aux cérémonies de l'année Baudelaire, il s'est fait élire à l'Académie, sans doute pour y représenter Baudelaire et Pierre-Jean Jouve. La Révolution de 1789, c'est notre Shakespeare, mais un Shakespeare écrit par Dieu. Chacun est Hamlet dans son rôle. L'Afrique fantôme de Léris réunit tous les modèles de littérature du XXe siècle. Il aborde toutes les possibilités de représentation et à la fin, il se définit sous les traits mythiques de Conrad. Tout le monde aujourd'hui se sent débordé sur sa gauche à chaque instant. C'est une surenchère minable de tous les instants. On ne peut plus parler, on fait du bruit. Les couvercles de piano ont remplacé les pianos. La guillotine pour Robespierre devait au moins mener directement là où se trouvait l'être suprême. Quand la colère est une profession, quand la colère est une réaction. Sioran, il vient de me parler d'un cahier sur la pensée religieuse russe, son drame. Il est venu trop tard en France, et il s'exprime comme un moraliste français au lieu de s'exprimer comme Sioran. Son secret, il utilise la théologie comme un instrument philosophique, d'où le frisson sioranien. Pierre-Jean Jouve, confidence de travail. Il m'évoque Claudel signant un de ses livres dans les basses caves de Gallimard. Son allure militaire de maréchal de camp, son arrogance, sa massivité de tour romaine. Au contraire, Gide tout à fait protestant, insaisissable comme un poisson dans la rivière. Revel voit l'Amérique comme Georges Duhamel voyait il y a 50 ans les boucheries de Chicago.
Robic, Guyotat, Rista, Palmier. J'aurais été leur premier éditeur avec tout ce que cela comporte d'amitié, et l'amitié de dévouement et de patience. Puis à peine envolés, ils réagissent comme des poètes de Clamart de 18 ans. On en revient toujours à la biche, qui faisait dire à M. Perrichon: Pardonnez-moi au moins le bien que je vous ai fait. Rêve, je me dévorais moi-même le cœur. La poésie est toujours faite du cri de l'absence de la femme, tout comme le cri devenant femme annonce la grande littérature. Chez Shakespeare, Cervantes, Gombrowicz, Dostoïevski, les femmes traversent leurs œuvres, n'y restent pas. Que faire en effet face au néant, face à la femme aimée ou au mot qui la remplace? La femme permet à l'homme d'oublier l'abîme. Femme, tache blanche de son ventre, île, cerf-volant, où nous pouvons nous accrocher pour planer un peu au-dessus du néant. Chez tous les grands poètes, je viens d'en citer quelques-uns, il y a un signe marqué au canif qui prouve qu'ils ne sont pas dupes, car il faut perdre la femme pour accéder à la littérature. J'ai tant rêvé de toi que j'ai perdu ta réalité, etc. Gombrowicz, cet après-midi où il n'en finissait plus de rire, le rire des morts représenté par les dents. Derrière le masque du rire, on sentait le néant. Il s'anéantissait. Il devenait un prêtre du néant se dressant contre l'être. Il n'avait pas besoin de disciples mais de témoins. On finit par porter sur sa gueule le zèle de son juge à vouloir coupable. À la fin, Landru, peut-être innocent, ressemblait à un fourneau. Lecture du journal arabe de Gabriel Matzneff. Il devrait se rappeler que les pères de l'Église qu'il mêle si souvent à ses jeux sur la plage n'étaient pas des sportifs et encore moins des tantes. Peut-être. François Georges, un prince de Talleyrand qui sait toujours s'arrêter sur la crête des vagues. Gombrowicz, un homme de l'argile, un troglodyte qui ne pouvait s'élever ni au rang de père ni au rang d'époux. Il discute dans une réalité qui est propre à chacun de nous, dépassée en termes d'histoire, mais non en termes d'ontologie. Son attitude devant la mort, celle d'un mystique. Il disait le contraire. Peut-être aurait-il fallu comprendre. Saura-t-on jamais qui a été Gombrowicz et les choses concernant le monde qu'il a pris soin de dissimuler? À force de révolution copernicienne, à force de se retirer de la nature pour recueillir plus d'informations et lire le monde, on se rapproche du soleil et l'on s'y brûle. Loin de faire la clarté dans les choses, on aboutit à l'exotérisme, oubliant les mystères et les nuits du cachet. Et c'est le yang qui s'affaiblit. Gombrowicz maintenait son regard au centre, entre ciel et terre. La Pologne de Gierek rompt avec la continuité polonaise. La noblesse polonaise, noblesse de masse, n'avait fait que passer le flambeau à l'intelligentsia, Pilsudski, qui l'avait passé à la Révolution, Gomulka. Gierek, c'est le pouvoir de la petite bourgeoisie technocratique et gestionnaire, le règne de la matérialité. Gierek, c'est le management vu par un sous-secrétaire du parti en Silésie. Seule la Russie échappe encore à ce système, son opposition se rattachant à une opposition étouffée depuis 50 ans. Encore une fois, si une dynastie a ses chances, c'est bien celle des Romanov. Assez, elle écrit. Je l'aime dans toutes ses facettes. Je saurais aimer sa bassesse et son abjection, tout de lui et de lui seul. Mon corps, mes mains, n'ont de sens ni pour moi ni pour le monde qu'à partir de l'instant où je les lui donne, et d'avance je lui donne tout de moi. Plus lourd mon corps pèsera-t-il, plus heureux il sera au fond de l'eau calme. J'ai tout à coup pensé hier que l'amour, l'érotisme, le grand érotisme, c'est avant tout une question de poids. Seuls les vrais homosexuels doivent comprendre, je suppose. Si je l'aime, il pensera au poids, à la chair lourde. Chair lourde. Sans doute sent-elle irrationnellement, bestialement agir en elle ce que l'initiation avait appelé le mystère de l'air lourd, la descente de l'autre monde au sein de celui-ci, une autre vie à l'intérieur de cette vie-ci. La loi de l'embuscade, c'est de sortir de l'embuscade. Il tournait dans sa tête des idées impossibles, trouver par exemple 1 milliard pour aller vivre à Pékin. Engadine, côté chinois du paysage, ligne uniforme des mélèzes, leur noirceur. Ramuse, un visage très noueux, un visage très grave, un visage très valaisan. Les Chinois ont des connivences impersonnelles dans le monde entier. L'éclat de rire de la gare du Nord, de Jouve, c'est l'éclat de rire de la poésie contre le destin.
Bientôt l'humanité vivante sera plus nombreuse que l'humanité morte. Rire, surgissant de la volonté profonde de tout l'organisme. Visage du langage intérieur qui ne se sépare pas du texte mais n'y appartient pas. Abellio le rebouteux, le sourcier, le manipulateur d'ex-voto de la phénoménologie husserlienne et de la cabale judaïque réunie, toujours à la poursuite de la petite lumière au milieu des ténèbres de la grande nuit, son terrible acharnement à trouver. Romain Gary m'écrit. J'ai lu votre Gombrowicz. Il y a des morceaux d'écrire très forts. Alors voilà, il y a en vous un authentique, sans doute un remarquable écrivain, mais qui donne parfois l'impression, vous demande pardon, d'avoir échappé grâce à un banal accident de naissance aux tourbillons ambigus de 1945. On ne peut s'empêcher, en lisant Dominique Deroux, de se demander ce qu'il eût fait en 1941. Humainement peut-être de la résistance, littérairement de la haine. Ce n'est nullement que le fond soit fasciste, c'est le goût excessif et frôlant le vide de la forme, l'aura du dit, qui semble exiger et réclamer en trépignant et en tapant du pied le fond fasciste, le contenu nazi. Or il n'y a jamais eu de fond, de contenu fasciste. Le fascisme est toujours un contenant qui souffre de son néant intérieur, de son vide. C'est pourquoi il devient si facilement une fosse commune. Les cadavres, ça fait très contenu. Que dans votre cas, ce soit uniquement des cadavres littéraires, JJSS, Nabokov ou XYZ, ne change pas la religion. Lorsqu'on est en 1971 et trop intelligent pour faire du rebatté, on se couvre d'anarchie. C'est une nudité qui habille. Refusant du fascisme les idées trop nulles, on leur substitue des têtes à haïr, même si on ne les hait pas du tout. Ça fait contenu. N'importe quelle tête, car dans votre style, ce ne sont pas les têtes qui appellent les claques, ce sont les claques qui modèlent et inventent les têtes. Ajoutez à cela la plus vieille facilité littéraire du monde, à laquelle vous ne cessez jamais d'avoir recours, Céline ou Gombrowicz, le néant. Le néant aussi, sans paradoxe, fait contenu. Mais le néant se suffit à ce point à lui-même qu'en littérature ou en philosophie, il ne donne que du néant. Comme je vous trouve un remarquable talent d'écrire et que vous êtes sympathique au voyeur que je suis, j'aime observer les jeunes danseurs littéraires qui recommencent à chaque génération nouvelle ces ballets parisiens, ces après-midi d'infaune, et que mes multiples expériences des pièges à hommes me donnent dans ce domaine quelque autorité, je vous crie casse-cou. Laissez tomber ces règlements de compte avec personne, par personnalité interposée. Une certaine absence de contenu qui vous enrage vous pousse à bourrer ce vide de tête que vous piétinez avec l'impression de sentir enfin quelque chose de solide, de bien là, sous vos sabots. Je ne connais personne en littérature qui ait dansé ces danses de scalp autrement que sur lui-même, en croyant toujours danser sur quelque autre victime expiatoire de sa conscience de vide intérieur, de cette angoisse de derviche tourneur. Vous avez plus de talent que vous ne croyez. Vous méritez mieux que d'être le manhattanais Tom Wolfe des libelles français. Car dans votre Gombrowicz, vous exécutez Nabokov comme le petit Wolfe vient d'exécuter Leonard Bernstein dans Radical Chic. Vous devriez, autrement dit, vous attaquer férocement, courageusement, impitoyablement, à vous-même. Je est un contenu qui vous appelle, qui vous donne un grand rendez-vous littéraire, mais on ne va nulle part en dansant autour de soi-même. 21 octobre 1971. Kaloyanou, un goéland sans pattes car il plane, navigue, mais ne sait jamais où se poser. Arlette, c'est tout. C'était Londres, c'était la Chine, c'était l'Alsace. En fait, c'était toujours Genève. Lettre d'Abel Gans après lecture de mon Gombrowicz. Je sais bien qu'il y a 3 ou 4 ans que vous pensez à moi, mais je vieillis au carré de votre temps, et je n'aimerais pas que vous déposiez le livre que vous devez me consacrer sur ma tombe. Assez, disait, je n'ai pas le courage de me tuer. Le silence, rien. Alors une maladie, rapide, un accident, je ne suis pas responsable. Les lames de rasoir, c'est si fin, si petit, que ça ne fait pas partie des objets manuels. Pierre-Jean Jouve n'a gardé qu'un seul souvenir de François Mauriac. Il était l'homme qui pouvait prononcer le plus long discours la bouche pleine, car il mangeait tout le temps et il parlait tout le temps. Il avait tant de possibilités. Mathieu Messagier. On lira ce jeune poète comme on lira un jour Alibi à l'Oudangue d'André Coinet, qui agonise de soif et de nostalgie, comme on lira Corot, qui flotte sur les contingences. Messagier, né d'un paradoxe, le spécialiste de l'Amanita muscaria, l'homme d'avant 10 minutes, remonte le fleuve de la poésie comme les grands et les humbles, avec sa laitance de mots puisés à la source. Ayant compris l'énormité de tous les gestes, il les refuse,
non pour retrouver la solitude de l'œuf pâle, mais pour se trouver sain et sauf. Un jour, on ira lire son récitatif habitable qu'il construit dans les Vosges en pierre de 30 mètres de long. Lisbonne. Le grand silence portugais qui ne résonne pas sur des idées abstraites. Il n'y a qu'à prendre le train Lisbonne-Madrid. Après la frontière, on jacasse. Avant, c'est la conscience millénaire, les pétrifications infinies de l'Atlantique. Portugal, conscience perdue de l'Europe, comme si le bout de la vie, c'était ne plus parler de rien, donc jamais de la fin, d'une histoire tombée à pic sur les falaises d'Hercule. Mais depuis quelques années, cette histoire se retrouve peut-être dans la vocation mondiale du Portugal. Le genre de Lisbonne. Un jour tout le monde a la migraine, un autre jour tout le monde tousse, un autre tout le monde est irritable et dans les rues à putain, chacun continue sa vie de famille avec les grands-mères, les enfants et les filles qui accueillent la garnison, les jambes écartées comme Pombal sur son lion. Tout appartient au hasard, et les mutilés qu'on lâche une fois par semaine chez les filles et qu'on voit glisser le long des façades de mosaïques bleues, troglodytes à la recherche du trou. Et cette langue portugaise qui s'achève toujours sur le Z comme une langue Lovecraftienne et qui chante le fado qui n'est plus, le fado qui sera. Les lions comme les génies ne font rien d'inutile. L'oisiveté du lion est un terrible travail comme celui de l'artiste. Des heures entières allongées sur la plaine, il médite son chef-d'œuvre, le bon. Il domine la société des animaux justement parce qu'il ne fait rien, aucun geste inutile ne devant compromettre le sceau qui transfigurera l'antilope en gloire indomptée. Comme dans la peinture gestuelle japonaise, un trait se prépare pendant 3 jours, 6 mois, une vie entière. Le principe du lion est là, et les gazelles autour cherchent depuis 1 million d'années qui les dévorera. Écrire, c'est renoncer au monde. C'est aussi le seul moyen d'échapper au néant, au fait de mourir ou de rentrer du Mozambique. Dostoïevski, Poe, Hamsun ont écrit poursuivis par la vie. Hölderlin, lui, était comme un oisillon, nourri de graines et couchant dans l'herbe. L'écrivain, il faudrait lui crever les yeux, lui couper la langue, les couilles et lui casser les jambes, qu'il écrive immobile tout à la terre seulement. L'amour-passion est une forme de paranoïa. L'autre remplace l'absente, celle qui aurait pu être la femme totale. Joyeux et fier de la dimension parisienne de dîner chez Lippe avec des cabrioles et des sifflements de cobra. Elle colle à moi comme l'eau sur la coque d'un sous-marin, plus le feu intérieur, l'expérience du froid et l'expérience du chaud, quelque chose d'extérieur par rapport à l'expérience directe de l'être. Si tout est néant, le passage par la vie, les Pâques ne valent que par la mastication du pouvoir, gouverneur d'Angola ou masque de la Sérénissime. On revient de quelque part comme sont revenus une fois un jour l'Espagne, l'Angleterre, la France, d'ailleurs, des Eldorado. Il faut se fabriquer un radeau pour marcher avec le courant, sinon on risque de se retrouver dans un bunker sans toit, en train de se protéger des bombes avec un journal, le Figaro. On ne mendie pas le respect que l'on exige des autres. Le combat du Portugal ne comporte pas de creux, si confiant à l'action et non pas à la parole. Le seul crime de De Gaulle, c'est qu'il est manipulé pour éviter la guerre civile, pour se régénérer, hanter, touche la terre. J'ai connu la terrible qualité du désastre. Dans la vie, il n'y a que 3 choses. Le combat sournois ou tragique avec la mort, l'expérience sombre du pouvoir, l'expérience de l'amour absolu avec l'exaspération mythologique de l'attente puis de la bestialité. Je ne supporte plus C, qui voudrait m'acheter comme une parure quelconque alors que, face à elle, j'ai toujours été innocent. Le drame de l'amour, il concerne les entrailles de la terre, la source vitale. La vie de Guillaume est faite sur mon absence, absence emblématique. Il m'a dit « Ma place est là où tu es ». Qu'il est injuste de se voir maintenir toujours dans le vestibule des choses essentielles. Éric Romer, Francis Bacon, ils ont vécu 20 ans dans leur mystère avant de se produire. L'Église, autrefois gardienne du savoir mais destructrice de l'autre, elle brûle les bibliothèques mayas. À vouloir détenir la vérité, aboutit à l'Inquisition et au bûcher, avant de déboucher en Italie sur la banque de l'Esprit Saint, à succursales multiples, Dieu et Mammon,
sous la même enseigne. A.C. 25 ans. Bovarisme éclaté de celle qui vit son rêve, de celle qui réalise son attente, non plus comme Proust, mais en allant au-devant de l'attente, au-devant des choses qui lui échappent toujours. Elle se retrouvera toujours au début, cette vide cabriole immobilisée sous les sunlights de la pop music, de toutes les nouvelles jeunes femmes collées contre les ventres mous des hommes célèbres, les ventres durs des inconnus et qui veulent vivre 1000 vies en un seul instant. D'où le désarroi de la séparation et la solitude la plus âpre à travers les brisures d'une histoire interminable, la même. A.C. incarne sa génération, rêve de ces jeunes femmes incarnées dans le tiers-monde, passion et désir, le vrai nouveau roman, c'est-à-dire le nouveau romanesque, c'est-à-dire le nouveau réalisme mis en place par A.C., où l'homme est féminisé, la jeune femme exerçant son autorité, en même temps que sa souffrance puisqu'elle veut le manipuler. La meilleure façon de montrer son autorité est de quitter l'homme et de ne pas l'oublier. Car les jeunes femmes comme A.C. ne sont plus à notre disposition, contraintes à cette liberté, contraintes à cette passion d'inventer la vie nouvelle de demain, où elles seront complètement sorties de l'imaginaire des hommes, assumant pour la première fois leur propre désir des hommes. Plus de psychologie possible, plus possible de planifier la femme. Elles ne laissent plus l'occasion de vivre une histoire, et si elles écrivent, écrivent sans intention de littérature, fantasment dans la réalité des mots, féroce efficacité des souvenirs dans la blancheur de la phrase, écriture publicitaire sans intentionnalité. Madame Bovary, c'est encore moi. La vérité, seule l'approximation donne sa chance à la vie. On ne sait rien de rien, et si on tient compte de ses possibilités, on ne peut pas agir. Ce médecin me disait, je suis toujours étonné qu'il y ait de temps à autre des personnes qui guérissent. J. Une Ophélie solide, le côté fatal des femmes d'Edgar Poe. Elles cherchent depuis toujours à se rejoindre elles-mêmes. Nous sommes les enfants du non-siècle, les enfants de l'incroyance totale. Aussi le problème n'est-il pas celui du Dieu dépossédé, du Dieu de Kirillov, qui le torture toute sa vie, mais de ce temps qui nous est imparti et donc chaque seconde projette le problème de l'absence dans l'obscure splendeur des jours à vivre. La Suisse, mon balcon où je dors, où je ris enfin, toujours la Suisse, Lausanne, Genève, l'eau qui sait tourner la roue, tourner la page. Lausanne sous le grand manteau de Dimitrievitch, le TEE, qui me déshabille de Paris et me dépose dans le bureau de l'âge d'homme, au centre de tous les livres, rayons titrés, manuscrits récifs partout, visage de Bieli, de Saint-Gria, de Dimitrievitch, lui, massivement, au créneau de sa position, et qui veille sur ses pages vertes avec son haut sourire d'attachement. Et Genève, le Richmond le matin, le soir et toujours. J'y ai retrouvé l'espérance, mais il fallait que les âmes laideurs me mènent par les chambres du Richmond à d'autres vies, la nuit quand l'orchestre s'échine à nous tirer de la fatigue et que, pareil au spirit, nous nous asseyons autour d'une table ronde pour entrer en contact avec l'au-delà. Geneviève et Victor, loin des soumissions, immédiats, nous complètent, à vif devant Jean et ses souvenirs. Enfant, je n'ai jamais eu de jouet, mais une biche et une hongroise de 12 ans. Ensuite nous gagnâmes la vieille ville, je rêvais bien. L'ornithologue, l'ogre errant à la recherche de ses jeunes proies, pensionnaire blanchi sous le harnais du couvent des oiseaux. Mais cet embrocheur d'oiselles, la chouette l'embrochera. Bye bye, Blackbird. Qu'est-ce que la dogmatique des carnivores si l'éléphant qui ne mange que des feuilles est le plus puissant des animaux? Et le crétinisme adorable de l'hippopotame. La contemplation des animaux est plus que celle des enfants, le chemin de la libération intérieure. Regardez la flamme de l'intelligence dans les yeux du serpent amoureux de l'homme qui, en le persécutant, projette sur lui le crime originaire. Cette immense complicité des choses de la terre et cette hostilité des choses du ciel. Ne traversez pas le Zambèze, n'entrez pas dans les rêtes de la dialectique, ne mordez pas à l'arbre de la science. Schizophrénique, la mort égale la vie. La traversée du Zambèze, c'est la mise en aliénation. Charente, nuit. Je viens d'avancer mon Gombrowicz. Un froid, un vent, pas de chenilles, des sapins rangés, rocheux, rien à faire, ni à tourner. Pas de hallier à traverser, ni d'ombre à serpenter, se glisser, ramper. Aucun hérisson, aucun passereau. Parlons de paysage rural. On n'en a qu'un en tête, secret, et renfermant le monde avec des nostalgies. Encore faut-il des conditions.
La Saintonge est aussi lugubre que la Hamada, avec les mêmes fantomatiques arbres d'hiver, râpés en jets durs. Mais où sont les autruches au galop? Guillaume Tournicotte proteste que seules les femmes savent s'occuper des enfants. Il vient de tourner dans sa tête son premier poème, rejoignant la tradition qui n'écrivait pas. Je le prends sur le vif. Les deux montures se firent face à face. L'une dit Boissevin, il n'est pas comme les autres. Le monstre but et se retrouva enchaîné. Hiver, étrange hiver. Une fois de plus, il commence avec la Toussaint, avec cette sortie encore plus véhémente des Parisiens vers les cimetières de province, avec cette folie du culte, Paris presse pour les morts, car ils n'ont même pas de morts, ils n'ont que des souvenirs de cons. Étrange hiver. Jamais les choses ne nous ont été aussi proches dans la fatale cueillette, et jamais elles nous seront aussi lointaines. Tekili, c'était aussi le cri des gigantesques oiseaux blancs au vol rapide qui sortaient du rideau blanc de vapeur du sud.